De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Gemma Taleb et Jean-François Kandji-Combé. Tout de suite, le dossier du jour. Le 31 décembre 2008, le gouvernement béninois prenait un décret en faveur des étudiants non boursiers, non secourus et non salariés. Il s'agissait de la prise en charge par l'État de leurs frais d'inscription dans les universités publiques du Bénin. Mais 7 ans après, cette mesure est décriée. Une partie des étudiants estime que la gratuité n'est pas effective. Un reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Autrefois, les frais d'inscription dans les universités publiques du Bénin étaient fixés à 15 000 francs pour les étudiants nationaux, qu'ils soient boursiers ou non, secourus ou pas. Depuis le 31 décembre 2008, le gouvernement béninois, par le décret 2008-802, a accordé la gratuité des inscriptions à tous les étudiants béninois, non boursiers et non secourus, dans les universités nationales pour compter de la rentrée 2008-2009. Dès lors, la mise en vigueur de cette mesure a favorisé plus d'un étudiant, y compris les non-salariés et ceux ayant obtenu leur baccalauréat plusieurs années auparavant. Cependant, l'application de ce décret n'a pas facilité le dialogue entre l'administration rectorale et les étudiants. C'est salutaire. Et puisque nous avons fait 4 ans dans cette dynamique d'inscription gratuite. Lorsque vous avez le bac, vous avez au moins 2 possibilités de choisir, des choix, j'allais dire. Soit vous choisissez les LM, soit vous choisissez la philosophie. Un effectif pléthorique. C'est du moins ce que l'on pouvait observer en 2009. Cette année-là, le taux de réussite au baccalauréat était de 86%. Un taux supérieur à ceux des années précédentes qui confirmait la hausse déjà enregistrée en 2007 et 2008. Du coup, les bacheliers ont pris d'assaut les universités publiques afin de bénéficier de cette gratuité d'inscription. En voulant gérer les effectifs, les autorités rectorales ont décidé d'accompagner le gouvernement en sollicitant l'appui des privés pour la construction des infrastructures. Au niveau de l'UAC, par rapport à tout ce que nous connaissons comme flux d'étudiants et par rapport aux infrastructures totalement insuffisantes, au regard des moyens que l'État déploie quand même pour doter l'université ou les universités donc, de quelques infrastructures, à un moment donné, nous nous sommes dit que l'université d'Abomey-Calavi devait pouvoir aussi accompagner le gouvernement. Même si la mesure est salutaire pour les uns, d'autres estiment que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Dans cette situation, il est difficile d'établir un bilan 7 ans après sa mise en œuvre. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de cette mesure de gratuité-là parce qu'elle n'est plus effective. Et donc, je crois qu'en matière de bilan, il faut dire qu'on pourrait faire un bilan en date de l'année académique 2013. On dit que oui, effectivement, ça a aidé beaucoup d'étudiants, ça a aidé beaucoup de camarades étudiants, parce que ceux-là qui n'avaient pas les moyens de subvenir quand même à leurs besoins de formation, à leurs besoins de cours et autres, là, ont pu quand même s'inscrire à l'UAC. La double inscription, aujourd'hui objet à polémique, était également gratuite pour tout étudiant, ancien comme nouveau, qui en manifestait le désir. Il a fallu 5 ans d'application de ce décret pour que le rectorat décide de ce que la deuxième inscription dans les facultés soit payante. Ce qui a fait monter la tension entre les étudiants et les autorités rectorales. Aujourd'hui, nous avons constaté, d'accord avec amertume, que ce qui nous a été donné a été repris d'une manière ou d'une autre. Donc je voudrais tout simplement dire que le bilan pour moi, je ne voudrais vraiment pas donner le mot, mais ce n'est pas un bilan satisfaisant pour la couche estudiantine que nous représentons. Avant la mesure de gratuité, le nombre moyen d'étudiants ayant réalisé la double inscription était de 3 162. Après la mise en application du décret jusqu'en 2013, et selon les renseignements fournis par le service des statistiques d'Abomey-Calavi, la principale université du pays, le nombre d'étudiants doublement inscrits est passé à 63 105 étudiants. Du coup, annuler cette mesure n'arrange guère les ayants droit. Ne dirons pas l'annulation des 15 000, parce que c'est à quoi que, bon, et tout le monde a les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont à la maison. Quand tu demandes, il y a des frères, même à Djougou, quand tu leur demandes, toi, pourquoi tu n'étais pas inscrit? C'est parce que je n'aime pas les 15 000. Et ça là, est-ce que ça fait évoluer notre pays? Moi, je ne dirais pas qu'il y a de gratuité en tant que telle. Parce que, bon, il y a des 15 000 francs d'inscription qu'on paie
quand vous prenez une année, vous payez les 15 000 francs. Et puis, il y a aussi les frais d'inscription qui sont levés dans les bourses secours. Par exemple, quand la bourse est à 132 000 francs, on nous enlève les 15 000 francs des frais d'inscription. Seuls ceux qui n'ont pas eu de bourse secours, ce sont à ces gens-là qu'on n'enlève pas. De ce point de vue, la compréhension du décret portant la prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants non boursiers, non secourus et non salariés dans les universités publiques du Bénin prête à confusion. Pour de nombreux observateurs, si la mesure est salutaire, elle nécessite cependant des dispositions adéquates conformes à son application. Dispositions sans lesquelles elle constitue une bombe à retardement. Parce qu'on est dans un système de gratuité, on a l'ambition d'aller au LMD, on a l'effectif pléthorique des étudiants qui y vont, on a la difficulté de trouver des débouchés pour ces étudiants qui arrivent à sortir de ce lot. C'est une mesure qui, au-delà de son volet social qu'on peut apprécier dans la mise en œuvre, ça nous cause d'autres problèmes sociaux. Les étudiants souhaitent obtenir une gratuité sans restriction aucune des inscriptions dans les universités publiques. Pour l'instant, le débat autour de la relance de l'application du décret est encore d'actualité. Si le décret comporte des insuffisances par rapport à cette période de mise en œuvre, on s'asseye, que le gouvernement voit comment on pourrait revoir les choses dans l'intérêt de la majorité des étudiants. Toute la question est là. Il est clair que les universités nationales béninoises peinent à faire face aux effectifs sans cesse croissants d'étudiants qui sortent chaque année des lycées et collèges. Pourtant, presque personne ne se soucie des charges que génère la mesure de la gratuité des inscriptions instituée par le décret 2008-802 du 31 décembre 2008. À court ou à long terme, une mesure de gratuité sans restriction pourrait porter de graves préjudices à la continuité de la formation dans les universités nationales du Bénin, un pays aux ressources limitées. Jean-Marie, ce qui ressort du cas du Bénin, c'est que la mesure a été très demandée par les étudiants et au final, on voit que l'État se retrouve en difficulté pour assurer la prise en charge de tous ces frais de scolarité. Est-ce qu'il était nécessaire de rendre gratuite cette inscription aux universités ? Vous savez, si je me mets à raisonner en économie, je vous dirais, Fanny, vous savez, la gratuité n'est pas toujours une bonne chose. La gratuité, ça voudrait dire quoi? On a des nécessités en Afrique qui sont des nécessités éducatives, qui sont impératives, je suis d'accord. Mais dès l'instant, comme la plupart des États africains, il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de prévision, on ne fait pas suffisamment de prospective pour essayer de voir. Il y a quelques années, si vous voulez, bon, les frais de scolarité avaient été fixés à 15 000 francs CFA. Mais sauf qu'entre-temps, vous avez une explosion démographique qui a fait en sorte que le nombre d'étudiants qui rentrent dans le supérieur, l'État, si vous voulez, a failli là-dessus de mon point de vue. C'est-à-dire ils n'ont pas regardé, si vous voulez, ils n'ont pas fait suffisamment de prospective en se disant que maintenant, si on autorise tous les étudiants à rentrer à l'université, on va se retrouver avec quelle population? Et c'est ça qui manque toujours chez nous en Afrique, c'est-à-dire sur la plupart des secteurs, des domaines dans lesquels nous fonctionnons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de prospective. Donc à un certain moment, l'État se retrouve étranglé par ses propres mesures que l'État a mises en place, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est complètement débordé. Le nombre d'étudiants a été multiplié par 2, par 3. C'est une bonne chose. Par ailleurs, Fanny, le fait qu'on a augmenter le nombre de diplômés et de bacheliers qui sont capables de pouvoir rentrer dans ces universités-là. Ça, c'est une chose positive par rapport, si vous voulez, à la préoccupation éducative des économies africaines. C'est une bonne chose. Mais maintenant, le fait qu'on veuille continuer sur cette gratuité-là, ça voudrait dire quoi? Quelque part, ça voudrait dire que c'est à l'État, c'est-à-dire il vaut mieux, si vous voulez, faire payer peu à la majorité des gens que d'exonérer des secteurs entiers de l'économie, si vous voulez, de la participation à la croissance et au développement du pays. Donc je pense que la politique a été mise en place au Bénin. C'est une politique qui semblait au départ être une bonne politique, sauf que, si vous voulez, ça se retourne maintenant contre l'État parce que l'État n'a pas les moyens de pouvoir assumer la stratégie que l'État a mise en place. Donc il est urgent de pouvoir corriger ça pour que l'État ne se noie pas, si vous voulez, dans des déficits, si vous voulez, parce que le secteur de l'éducation, il prend énormément de fonds, bon, pour que ce secteur-là puisse continuer à fonctionner de manière efficace et de manière optimale pour le pays. Parce que
C'est un des secteurs prioritaires chez nous en Afrique. L'enseignement, la formation et tout ce qui s'ensuit. Gemal, la gratuité, ce n'est pas la meilleure solution pour un accès équitable à l'enseignement supérieur? C'est discutable. Il y a deux systèmes. Il y a le système anglo-saxon qui consiste à dire nous voulons des universités riches, fortes, capables d'offrir le meilleur, capables d'offrir le maximum d'options possibles. Mais pour cela, ça a un coût. Et le coût, il n'y a pas de raison que ce soit l'État qui le paye. Ceux qui bénéficient des universités le payent aussi. Si bien que les frais de scolarité se chiffrent à des dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Ça, l'inconvénient, c'est qu'une bonne partie de la population en est privée. C'est une réalité. Ça forme des élites, en général de bonne qualité. Et quand vous voyez le classement de Shanghai, elles sont généralement au sommet du classement pour des raisons multiples, mais parmi lesquelles des moyens assez importants. Et puis il y a un deuxième choix qui consiste à dire, moi, je veux des universités pas riches, mais ouvertes. Des frais de scolarité pas très élevés, accessibles à tout le monde. Ça, l'inconvénient, c'est que nous avons généralement des universités pauvres, paupérisées, incapables très souvent d'acheter un photocopieur, une rame de papier. Ne parlons même pas de biens salariés, parce qu'ils sont souvent fonctionnaires, mais les universités sont de plus en plus autonomes et elles salarient elles-mêmes leurs fonctionnaires. Et donc incapables d'offrir le meilleur rendement possible, le meilleur salariat possible, et surtout les meilleures conditions de travail possibles. Nous parlons là à côté de Jean-François qui connaît bien ces systèmes-là. Et donc, nous sommes dans ces systèmes-là très souvent dans nos pays. Et donc, la facilité est toujours de dire, nous allons rendre l'université gratuite. Un exemple simple. Si vous prenez une université européenne, celles qui sont généralement à frais de scolarité faibles, vous multipliez par 2 le frais de scolarité, vous offrez 4, voire 5 options supplémentaires. Donc, vous augmentez la qualité de l'enseignement. Il y a des solutions pour tout cela. Ceux qui sont partisans, et ils sont nombreux, d'avoir des frais de scolarité très élevés et donc des universités avec un niveau de moyens assez conséquent, vous disent tout simplement, vous faites payer les plus riches et les plus pauvres, vous leur ouvrez un système de bourse. Et le système de bourse consiste à dire des frais de scolarité faibles, mais surtout des moyens supplémentaires pour que ceux-là soient capables de se loger, de se nourrir et de vivre. Ça s'appelle quelque part la péréquation finalement. Donc les plus riches payent des taux de scolarité très élevés pour que les plus pauvres bénéficient donc de la solidarité nationale. Ce schéma-là n'est pas très populaire, je le sais. Et donc ce n'est pas celui-là que nous avons choisi. Et donc nous injectons dans nos pays très souvent les moyens de l'État qui sont forcément faibles, limités, sur des universités qui n'en ont jamais suffisamment, elles sont pauvres. Généralement, le bâtiment est de très mauvaise qualité et les moyens ne suivent pas. Et à côté de cela, nous déversons un argent très important, c'est les lycées. Ce sont des choix qui ont été faits dans beaucoup de pays occidentaux. Et donc, nous mettons cet argent sur un lycée assez important, mais une fois arrivé à l'université, qui elle n'a pas de filtre, la première année, généralement, devient un filtre. Et la première année ne vont en deuxième année que ceux-là qui sont très motivés, mais tout cela se fait dans un système très faible. Alors, à côté de cela, nous créons des écoles d'excellence. Nous créons des écoles d'excellence dans lesquelles nous avons deux choses. Un filtre réel à l'entrée, c'est-à-dire du concours. Le deuxième, c'est les frais de scolarité très élevés. Et donc, nous avons donc, in fine, un système d'enseignement à deux vitesses. Un exemple tout à fait simple. Un étudiant à l'École nationale d'administration ou à l'Institut d'études politiques en France coûte 35 000 € par an. Un étudiant dans une faculté de droit coûte 2 200 par an. Voyez-vous même le résultat. Si on multipliait par 2 le niveau d'inscription, le volume de l'inscription dans les universités, on multiplie par 2 les moyens donnés à l'université et donc fatalement. Alors évidemment, ce n'est pas très populaire, mais encore une fois, la solution est toute trouvée, c'est-à-dire si nous voulons être socialement répondants, nous généralisons du mieux des possibilités le système des bourses et nous faisons en sorte que ceux qui n'ont pas assez de moyens bénéficient d'une bourse pour être soutenus et de la gratuité de l'inscription. Jean-François, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que cette mesure de gratuité, en tout cas de prise en charge des frais d'inscription à l'université, elle a un effet contraire à son objectif premier? Elle plombe les établissements supérieurs? La gratuité, je ne suis pas économiste et je m'en remets un peu à Jean-Marie, mais de mon point de vue, la gratuité a toujours besoin d'être expliquée pour qu'on comprenne bien qu'elle n'est pas la gratuité. Et en matière d'éducation, nous sommes en plein dans ce domaine-là. L'enseignement supérieur coûte cher. Et je reviendrai sur ce qu'a dit Gemal tout à l'heure. Je pense que le coût
si on parle en termes de charge, d'un étudiant qui se trouve à Sciences Po Paris et le coût d'un étudiant en fac de droit, c'est le même. Le bâtiment a coûté la même chose. Parfois, c'est des bâtiments en location, ça coûte la même chose. Vous avez l'électricité qui n'est pas gratuite pour l'étudiant de la fac de droit. Vous avez des enseignants, vous avez des professeurs qui coûtent également. Donc, le coût est le même. Simplement, c'est la répercussion ensuite. Et là, on entre dans un domaine où il y a des choix. Dans un domaine où il y a des choix politiques notamment, et nous disons suffisamment autour de ce plateau, s'agissant de nos pays africains, que la formation de nos élites, la formation des agents économiques d'aujourd'hui et de demain est une des responsabilités premières de notre continent et de nos gouvernants. Et l'une des voies, c'est que l'État puisse prendre en charge, compenser sous cette charge-là pour permettre, y compris à ceux qui n'ont pas les moyens, de pouvoir aller se former parce qu'ils ont les capacités. Parce que je pense qu'à l'université, un des enjeux, c'est que ceux qui ont les capacités arrivent, pas seulement ceux qui ont l'argent, pas seulement ceux qui sont bien nés, pas seulement ceux qui... donc, ça, c'est un choix politique. Ensuite, on peut également... Il y a d'autres leviers. Il y a d'autres leviers. En Europe, notamment, on fait concourir ceux qui peuvent concourir dans la société et qui vont être les bénéficiaires, in fine, de ces compétences qui sont formées à l'université, notamment les entreprises. Pourquoi on ne le fait pas en Afrique, et notamment auprès des multinationales dont nous parlons souvent autour de cette table et qui ne concourent pas à l'éducation nationale. Alors, pour revenir maintenant à votre... Alors, Jean-François, terminez, on va rapidement. Si voilà, pour terminer sur notre reportage, je n'ai pas très bien compris. Je ne comprends pas. Ce système de gratuité, nous avons d'une part, le système, si j'ai bien compris, c'est la gratuité pour les non-boursiers. Voilà, exactement, pour les non-boursiers, tout à fait. Non-boursiers. Or, les non-boursiers, ce sont les personnes qui ne remplissent pas les conditions sociales pour bénéficier du soutien de l'État. Donc, par conséquent, ce sont les plus aisés. Et on décide de rendre l'inscription gratuite pour eux, ce qui est aussi le cas pour les boursiers, puisque l'État prenant en charge leur bourse, ils ont l'inscription gratuite. L'inscription est prélevée sur la bourse. Par conséquent, un traitement identique de personnes qui se trouvent dans des situations extrêmement différentes. Et donc, si ce n'est pas de la démagogie à l'égard des plus riches, en tout cas, c'est comme ça que je comprends cette mesure. Rapidement, Jean-François, on va terminer rapidement. Une mesure d'injustice absolue. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur une phrase, Jean-Marie, s'il vous plaît. Tout simplement, c'est que quand on nous parle des universités payantes, je dis toujours ici là que l'enseignement, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire l'enseignement, Djemal m'avait dit un jour que bon, l'économie, si vous voulez, la politique, c'est quelque chose de très 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 important pour le laisser, comment dirais-je, à certains individus. Et je lui rétorque la même chose. C'est que l'enseignement, c'est quelque chose de très très important dans tous les pays du monde. On ne va pas aller nous prendre le système américain pour voir au prof, exactement. Donc, à partir de là, ça voudrait dire quoi? L'enseignement, j'aime pas quand on prend, c'est-à-dire les modèles qui sont ici, là qu'on va nous les transposer en Afrique. Il nous a fait un super débat là-dessus, Djemal, que j'ai dit, bon, il est très très bien. Conforme, si vous voulez, les gens avec l'ENA et tout ce qui s'ensuit, je suis d'accord. Mais à ce niveau-là, ça doit être la prérogative publique de l'État, dans nos États africains, de pouvoir mettre en place un enseignement public destiné à tout le monde au départ. Et après, on sépare les choses à un niveau de l'économie. Je parle toujours des choses. Quand on parle de la croissance économique ici, allez-y lire les étapes de la croissance de Rostow. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.